Bienvenue à tous et merci d'être fidèles au programme de Gabon 24. C'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive. Multisport 24 reçoit pour la première fois sur ce plateau M. Kurt Ogwekero, j'espère que je prononce bien, promoteur de l'Aquathlon des Tritons. Il va nous expliquer tout cela, qu'est-ce que ça signifie exactement. Il va nous expliquer. Et puis, il y a avec nous notre ami fidèle, notre compagnon de toujours, Jean-Claude Nunamo, consultant, par ailleurs, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Certainement, peut-être au cours de cette émission, nous allons également avoir le plaisir de recevoir le président de la Fédération gabonaise de boxe, Bonaventure Ndigou Manfumbi, on l'espère, parce qu'on veut également parler de boxe. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Jean-Claude Nunamo, merci surtout pour la disponibilité. Non, merci, on sert le pays. Alors Kurt, peut-être que j'ai écorché un peu votre nom. Non, pas du tout. J'espère que ça a été bien prononcé. Alors très comment bien. allez-vous? Je vais très bien, merci. Le week-end? Oui, ça a très bien passé. La semaine également? Oui, la semaine a bien commencé, dans le stress des préparatifs. D'accord. Jean-Claude Nunamo, je me tourne vers vous. C'est pas souvent qu'on en parle. C'est vrai que depuis un moment, on fait une fixation sur le sport au niveau national. Mais je vais quand même vous demander comment vous avez passé votre dimanche 11 mai 2025. Dimanche 11 mai 2025, c'était un dimanche triste, mais aussi un dimanche qui est venu réconforter l'élimination. Je sais ce que vous voulez dire, mais je crois que... Moi, je n'ai rien dit, Jean-Claude Nunamo. Je vous ai juste posé la question de savoir comment vous avez passé votre dimanche. Le dimanche est venu simplement réconforter l'élimination à la Champions League. D'accord. Jusque-là, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais on va regarder le débrief de la Roma qui justement revient, mesdames, sur le classico de ce dimanche, mais pas seulement. Que nous dit la Roma? On regarde. Bonsoir à vous, Gaël Mapessi, et bonsoir à ceux qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24 ce soir. Messieurs, vous le savez, Multisport 24 est égal à débrief de la semaine. Le débrief de la semaine, une fois n'est pas coutume, va s'exporter en dehors des frontières gabonaises et africaines d'ailleurs. Nous allons en Europe et nous allons parler de deux mastodontes du championnat, des championnats européens que sont le FC Barcelone et le Real Madrid, pour parler de ce classico qui a eu lieu hier en début d'après-midi entre le Real Madrid et le FC Barcelone, ou plutôt entre le FC Barcelone et le Real Madrid, parce que ça se jouait dans le terrain du FC Barcelone. Et une fois de plus, le FC Barcelone aura eu la victoire, 4 défaites pour le Real Madrid sur les 4 derniers classicos, 16 buts encaissés quand même, 7 seulement marqués sur ces rencontres-là. Le FC Barcelone est définitivement cette saison plus fort que le Real Madrid. Il va falloir l'accepter pour les fans du Real Madrid. Déjà dans le match, encore une fois, début encaissé très tôt par le FC Barcelone qui a quand même des difficultés défensives, il faut le reconnaître. Peut-être des sauts de concentration, peut-être un moteur diesel de la part de la défense qui est souvent surprise très tôt dans le match. Ça avait déjà été le cas face au Celta Vigo, ça avait déjà été le cas contre l'Inter de Milan lors des deux confrontations aller-retour, lors des demi-finales dernièrement. Le Barça avait encaissé très tôt, 2 buts en aller, 2 buts au retour, avait su remonter les 2 buts au match aller et malheureusement au match retour ça n'a pas payé. Malheureusement pour le Barça, la défense de l'Inter était un peu plus forte que celle du Real Madrid qui, après avoir marqué 2 buts consécutivement, en a encaissé 3 avant même qu'on ne soit arrivé à la pause. 3 buts à 2 à la mi-temps et ça aurait pu être 8-2 ou 8-3 au score cumulé parce que la machine attaque, la machine offensive du Barça cette saison, c'est quand même incroyable. Énormément de buts marqués. C'est d'ailleurs la meilleure attaque d'Europe. Je pense même que le FC Barcelone, en tout cas selon moi, est après Paris Saint-Germain l'équipe quand même la plus forte en Europe, à la seule différence que la défense de Paris, elle est pratiquement hermétique. Ils ont affronté Liverpool, ils n'ont presque pas encaissé de but, si ce n'est un seul. Ils ont affronté Aston Villa, ils ont encaissé très peu de buts. Ils ont affronté Arsenal, ils ont encaissé un peu de buts, et différemment du FC Barcelone qui en encaisse énormément. Donc FC Barcelone de Hansi Flick qui a donné un nouveau souffle quand même à ce club-là. Il a enlevé ce qu'on avait vu la saison dernière avec cette équipe qui était moribonde, cette équipe qui n'avait pas d'identité de jeu. Et là, on a une vraie identité de jeu, du pressing, du jeu vers l'avant, énormément de buts. Oui, FC Barcelone, meilleur que le Real cette année, et surtout FC Barcelone, en train de courir vers son titre de la Liga cette année, champion d'Espagne. Certainement, ça se fera jeudi dans ce match face à l'Espagnol Barcelone qu'ils ont quand même l'habitude de battre
L'autre dossier que nous soulevons dans cette rubrique du débrief de la semaine, c'est évidemment Achraf Hakimi, messieurs, qui a été récompensé du prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain évoluant au championnat français, évoluant donc en Ligue 1. Achraf Hakimi, enfin titré, le Marocain, qui est le meilleur joueur africain du championnat. C'est la toute première fois de l'histoire qu'un joueur du Paris Saint-Germain va obtenir ce titre-là. Achraf Hakimi faisait déjà partie du podium derrière Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière, le Gabonais qui avait traîné ce titre-là alors qu'il jouait du côté de Marseille. Et bien, après Marseille, c'est Paris, l'adversaire ou l'ennemi juré qui va aller présenter son joueur et gagner ce prix-là. Dites-nous, messieurs, ce que vous pensez de ces deux dossiers soulevés par le débrief de la semaine. Alors, Kurt n'est pas sur ce plateau pour nous parler de football, mais quand même, vous pouvez nous en dire quelques mots. Quand on parle du Classico, quand même, c'est le match le plus regardé au monde. Real-Barça, Barça-Real, c'est selon une vraie démonstration de force de l'équipe du FC Barcelone contre le grand rival madrilène. On salue au passage nos amis madrilèens de la rédaction, Rodno Vono, la Roma également qui a fait le débrief. On salue également Alex Ngoy, fan. On salue également notre très grand frère Kenny. Coucou au passage, ça, je ne parle que des madrilèens. Alors Kurt, dites-nous. C'était épique. C'était épique, c'était... on va rester gentil. D'accord. C'était un très beau match, mais ça dépend du côté duquel on se trouve. D'accord. Après, au-delà du jeu et de l'enjeu, il y a également, que l'on soit barcelonais, madrilène, mais quand on est amoureux de football, quand même, quand on regarde ces matchs, et Jean-Claude Namo, 4 confrontations cette année, Real-Barça, Barça-Real, 4 défaites pour le Real. Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cela? Oui, Gaël, peut-être avant de répondre à cette question, je crois que tu as fait un coucou. Tout simplement à nos amis madrilènes. Tu n'as pas fait de coucou aux Barcelonais. Et je pense au numéro 10 gabonais du Barça. Je crois qui a regardé forcément. Voilà, tu as compris. Alors, pour dire simplement que 4 rencontres, 4 victoires, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Le débat est clos. Le Barça est le meilleur club au monde. Il n'y a plus de débat. On va rester modéré quand même pour cette année, parce qu'on sait que... Je réponds à ceux qui nous regardent, parce que vous ne pouvez pas jouer contre une même équipe à 4 reprises, vous les battez à 4 reprises et vous continuez à penser que vous êtes aussi fort que l'équipe qui vous a battu 4 fois. Et presque à chaque fois, le Real a souvent mené et puis finalement, en fin de match... Non, il n'y a pas 2 Barça au monde. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais ça va être difficile de discuter, de parler de ce match avec vous, Jean-Claude Namo. Vous prenez clairement la partie du Barça. Non. Et pourtant, le Real reste quand même un grand club je n'ai pas en dit Europe. Le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, mais je voudrais bien préciser qu'entre le Barça et le Real, cette année, il faut bien être barcelonais. D'accord, c'est vous qui le dites. Alors nous, on va clôturer avec cette rivalité historique entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Finalement, le FC Barcelone avec cette victoire qui court clairement vers le titre de champion d'Espagne. Petite consolation quand même si on sait que pour Flix, c'était quand même la Champions League qu'on visait. Ça fait très longtemps que le Barça n'a plus soulevé la coupe aux grandes oreilles. Jean-Claude. Oui, c'est vraiment regrettable et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que... Une victoire au goût amer quand même. Cette victoire du Barça au Classico vient consoler les cœurs meurtris de la perte de la Ligue des Champions. Effectivement, ça faisait sensiblement quelques années. On va déjà, je ne sais pas... 10 ans. Voilà. On n'a plus soulevé ce meilleur trophée. Je n'ai pas envie de dire le plus beau trophée. Le plus prestigieux, en tout cas. Mais nous ne l'avons plus soulevé depuis une dizaine d'années. Et tout était pourtant tracé pour que le Barça aille en finale cette année. Ils ont croisé une équipe de l'Inter de Milan
qui n'a pas lésiné sur les moyens pour éteindre le Barça. Malheureusement, à partir du moment où au match aller, on avait déjà vu l'ambiance, ceux qui sont barcelonais, à un moment donné, sportifs bien sûr, ils avaient déjà senti que le Barça va rester. Moi, j'avais déjà senti ça. Bon, on est resté, mais à côté de là, on est resté le grand champion. D'accord. Et pour clore avec le débrief de la Roma, il a parlé de ce classico, mais il a également parlé du prix Marc-Vivien Fourré. On rappelle que le prix Marc-Vivien Fourré, c'est le prix qui récompense le meilleur joueur africain de l'année au championnat de football de première division en France. Hakimi, est-ce que vous pensez que c'est un titre volé? Oui, j'aurais bien souhaité expliquer un tout petit peu à nos téléspectateurs que Marc-Vivien Fourré, c'est un ancien footballeur international camerounais qui est mort sur un stade de football à l'occasion des matchs contre le Cameroun et contre le Brésil. Et il est donc resté une légende. Et ce prix, effectivement, vient récompenser le meilleur joueur africain du championnat de France, qu'on appelle la Ligue 1. Et cette année, le Marocain, je pense que quand on regarde, surtout qu'au Gabon, on suit essentiellement le championnat français, le Marocain n'avait presque pas de concurrents. Dès que l'année dernière, il fallait bien comprendre qu'Aubameyang devait quand même le gagner parce qu'il a, malgré le temps très réduit qu'il a passé à Marseille, voilà, il a été très bon. Il a rehaussé d'ailleurs en quelques journées de championnat l'image de l'Olympique de Marseille. Aubameyang sorti de France, je crois que Hakimi, ça ne fait l'ombre d'aucune contestation. Et bravo à ce joueur marocain. Voilà, bravo à Hakimi. On espère justement que davantage, ça va donner la force aux autres jeunes qui arrivent derrière. Souvent, obtenir ces titres quand même donne davantage de force. On va arrêter de parler de football parce qu'apparemment Kurt nous regarde et ne cesse de nous regarder. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement. Dites-nous. Tout à fait. Je suis sur ce plateau pour parler de l'Aquathlon des Tritons, qui est un événement qui se déroule à Port-Gentil. D'accord. Et qui allie natation et course à pied. D'accord. Un événement qui se déroule là à Port-Gentil, première édition, deuxième édition? Cinquième édition. Cinquième édition. Alors comment s'est passé les éditions précédentes? Et dites-nous, aujourd'hui l'engouement, vous peut-être nous rappeler déjà les dates. Qui est concerné par cet événement? D'accord. Alors l'Aquathlon des Tritons aura lieu le samedi 31 mai 2025 à Port-Gentil, à la plage du Club Sogara. Sont concernées les personnes à partir de 2 ans. De 2 ans à 77 ans. 2 ans. Affirmatif. On fait quoi? On marche, on court à 2 ans, on nage? On nage et on court. D'accord. Jean-Claude Namo? Oui, c'est une compétition que je connais personnellement parce que il m'est arrivé de la couvrir sans que je ne fasse la connaissance du prix, parce que c'est le président de la Ligue de natation de Logo-Maritime. C'est une compétition très mobilisatrice parce que, à la limite... Alors on voit quelques images qui... Oui, voilà, à la limite, c'est 2 disciplines sportives qui sont jumelées en une seule. Il y a cette course, cette marche qui est là. Et puis également, effectivement, cette compétition, on va appeler ça comme ça, de natation. C'est une compétition qui mobilise suffisamment. Et quand je pense que c'est la 5e édition, j'ose bien croire qu'on n'aura pas moins de 500 athlètes. Hein. Affirmatif. Oui. 500 athlètes venant d'où? Essentiellement de Logo-Maritime? Principalement de Logo-Maritime. Alors nous avons aussi quelques athlètes qui viennent de Libreville et quelques rares athlètes qui viennent depuis 2 ans de l'extérieur du pays, d'Europe. D'accord, vous avez parlé des enfants de 2 ans, d'accord. Si j'ai un enfant de 2 ans, je l'amène ou il faut forcément que l'enfant appartienne à un club? Non, vous avez un enfant de 2 ans, vous appelez le numéro de téléphone qui est inscrit sur le site internet et sur les pages Facebook et TikTok. Et nous vous fournissons la fiche d'inscription. Et ensuite, vous emmenez l'enfant le samedi 31 mai. On teste l'enfant rapidement pour voir s'il a besoin d'outils de flottaison ou pas. D'accord. Et chaque enfant est encadré par un maître nageur. D'accord. Sur toute la distance. D'accord. Puisqu'on parle de ligue, on parle de fédération également. Jean-Claude Namo, on va aller regarder cet entretien
proposé par notre équipe rédactionnelle de Multisport 24, le comité olympique, en appui aux fédérations. On regarde et puis on se retrouve derrière pour parler de cet événement de Port-Gentil, en espérant que vous allez inviter une équipe de Gabon 24. Nous recevons dans notre numéro de l'entretien Alexis Landais, responsable du sport de masse et de la formation, responsable des événements en France. Il a été membre de l'équipe de France de judo entre 1994 et 1999, sportif de haut niveau sur liste ministérielle de 1993 à 1998, 6e dan de judo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, et vous? Je peux vous le piquer 1 minute? J'ai besoin d'avoir quelques infos. Ça marche, avec plaisir. Quelle est votre spécialité? Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes ici au Gabon? Alors moi, on a fait appel à moi pour intervenir lors du master qui est proposé au DTN, Executive Master. Moi, je suis formateur depuis plusieurs années à l'INSEP, donc Institut National des Sports en France. Je suis aussi formateur en Suisse auprès de la Fédération Suisse de Judo. Et l'idée, c'est amener mon expertise, ma connaissance du monde du haut niveau, de la haute performance, mais aussi de la structure fédérale que j'ai pu partager dans différents pays européens et échanger avec les directeurs techniques nationaux gabonais, les managers de la filière sport de différentes fédérations et aussi d'autres personnes qui sont impliquées dans l'univers fédéral. Vous parlez de vous êtes spécialiste de judo, ancien pratiquant d'ailleurs. Tout à fait. Mais comment un ancien pratiquant de judo arrive aujourd'hui à être donc outillé en ce qui concerne le management du sport? Écoutez, moi je me suis beaucoup formé, j'ai plusieurs masters. J'ai un master en sciences du sport, un master en droit du sport, et un dernier que j'ai passé assez récemment sur le management des organisations sportives. Et l'idée, c'est que ça m'a toujours passionné de comprendre les mécanismes au sein d'une fédération, de comprendre comment un gouvernement, un ministère peut aussi impulser une politique sportive forte pour développer ses propres fédérations. Et j'aime bien comprendre les détails de ce type de mécanisme. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est de me nourrir de la culture gabonaise et de comprendre certains enjeux qui sont totalement différents de ceux de la France ou de la Suisse ou de l'Europe. Justement, comment vous trouvez l'environnement gabonais à travers les explications que vous avez eues ou les échanges avec certaines personnalités qui étaient là, donc avec vous, issus des différentes fédérations? Je trouve ça extrêmement riche parce que les gens sont très motivés pour amener leur plus-value, leur passion pour le sport, motivés parce qu'ils ont des idées concrètes, ils ont envie de faire avancer les choses en intégrant certaines problématiques liées parfois à des infrastructures ou parfois à des parcours un peu compliqués parce que l'absence de transport ou la difficulté pour les jeunes de se déplacer sur des structures clubs. Mais j'ai ressenti une grande passion, une grande motivation pour que les choses évoluent et surtout cette envie de s'associer en tant que fédération à d'autres fédérations pour permettre une espèce de maillage territorial où toutes les fédérations avancent dans la même direction. Ouais. Vous avez ressenti une très grosse envie de leur part, mais qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil, comme outil pour pouvoir donc arriver à pouvoir performer sur le plan international par exemple? Moi, ce que je leur ai expliqué déjà, c'est que je n'allais pas arriver avec des outils qu'on peut exploiter sur un modèle français ou un modèle européen et leur dire on va faire un copier-coller, ça va être facile. C'est surtout comprendre les enjeux culturels, les problématiques de terrain, de leur réalité en tant que manager, et de se dire à un moment donné comment certains outils, en intégrant les dimensions culturelles de votre pays, mais aussi de votre fédération, de votre sport, peuvent être plus ou moins réadaptés, réajustés et exploités. Donc là, on a parlé de plan d'action, on a parlé énormément de management, de leadership, comprendre qu'en tant que manager, il faut avoir une certaine posture, être capable parfois de s'imposer, de diriger, de déléguer. Donc, moi, je les ai vraiment amenés sur cette réflexion-là. Et l'intérêt de mon intervention sur la semaine, c'était vraiment leur amener des savoirs théoriques, mais aussi leur amener des savoir-être et des savoir-faire, donc des outils concrets qu'eux peuvent utiliser. Et à travers ce que vous avez déjà pu leur montrer, est-ce qu'ils peuvent pouvoir arriver à un résultat concret? Écoutez, c'est aujourd'hui qu'on a commencé vraiment à matérialiser à travers la filière de détection jeunes, des jeunes talents. Beaucoup ont réfléchi, c'est une problématique de fond pour certaines fédérations. Et on a mis en place des ateliers de travail où chacun a fait émerger des idées très très fortes, avec déjà des filières qui sont un peu préconçues dans leur tête. Et l'idée, c'était confronter les idées pour se dire à un moment donné, moi en tant que fédération de natation, je n'avais pas forcément pensé à ce point-là, qui est un point très fort pour la fédération de handball par exemple. Et toutes ces confrontations d'idées sont très riches. Et là aujourd'hui, on a défini quasiment un plan d'action pour l'ensemble des fédérations, que chacune va reprendre en ajustant par rapport à ses spécificités. Mais là, on a du concret. On a déjà des outils qui sortent un petit peu de terre et qui peuvent être des outils concrets à exploiter dans du moyen terme. Vous serez là pendant combien de temps pour leur demander, leur donner tous ces différents outils-là? Donc moi, j'ai passé avec eux toute la semaine. Je suis arrivé lundi matin très tôt et on a commencé le master dès lundi après-midi.
Ma dernière intervention est demain, vendredi, donc j'aurai eu 5 journées d'intervention auprès d'eux, avec beaucoup d'échanges formels pendant le master, mais déjà beaucoup d'échanges informels en dehors des temps d'intervention, avec beaucoup d'échanges de messages et surtout des outils que les gens me transmettent pour avoir mon avis et ma lecture par rapport à ce qu'ils ont construit. D'accord, on espère que ça va très bien se passer et que tout a été pour le mieux également, aussi bien pour vous qui avez aussi pu avoir une expérience assez importante sur le plan international et aussi pour le Gabon également. Merci encore, M. Landé. Je vous remercie. Ok, j'espère qu'on se retrouvera encore peut-être une autre fois. Avec grand plaisir, je le souhaite aussi. Merci beaucoup. À vous également. Merci. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée également. Merci à John Fitzgerald Zoué pour ce magnifique entretien. Jean-Claude Namo, l'importance justement de la formation, mais encore l'échange de compétences. Déjà qu'on rentre dans la Ve République, les années derrière nous, on n'a pas véritablement vu une certaine implication des autorités dans le développement du sport. On a eu l'impression au Gabon que le seul sport qui existait, c'était le football. On espère qu'avec ce genre d'initiative, davantage les autres disciplines, la natation, la marche, auront peut-être un autre regard de la part des autorités. Oui, je pense que il est quand même temps. Il est quand même temps qu'on fasse une nouvelle configuration du paysage sportif dans notre pays. Le football a tellement absorbé de l'argent sans sensiblement nous apporter quelque chose d'identification sur le plan national, alors que nous connaissons déjà bien des disciplines, beaucoup plus des sports de combat, on parle qui du taekwondo, qui valorisent le Gabon à l'international depuis plusieurs années, mais qui ne bénéficient pas forcément d'un soutien au même titre, bon, peut-être même de moitié que celui du football. Et je me souviens très bien d'un ou deux présidents qui me disaient un jour, ce que vous donnez au football pour la préparation d'un seul match de Panthère, je ne sais pas combien coûte un match de Panthère, donnez-nous le quart de ça. Et il s'était amusé à me dire qu'un match de Panthère coûtait 1 milliard et il me disait en même temps, nous, on a besoin juste de 250 millions pour une année de compétition et le Gabon va exploser. Alors je pense que, première chose, la Ve République, qui se veut une république de méritocratie, saura comment reconfigurer le paysage sportif. Et puis, de deux, dans ça, il y a vraiment des outils qui devraient servir exactement dans cette amélioration de la qualité de nos dirigeants. Et c'est le rôle que pourra jouer de plus en plus le comité olympique qui a effectivement en ce moment en train de faire des formations. Je crois qu'on ne devrait pas être étonné de tout cela. En tout cas, la Ve République, on veut bien la voir République de la méritocratie. République de la méritocratie, surtout quand on parle de sport, on espère véritablement que les choses vont démarrer. Messieurs, on va marquer une petite pause, juste le temps pour nous de souffler un tout petit peu, et puis on se retrouve derrière pour parler également de la suite des événements, surtout ce qui va se passer du côté de Port-Gentil le 31 mai 2025, donc c'est dans quelques jours. On marque une petite pause et puis on se retrouve derrière. On avait préparé tout un chapitre pour la boxe. Malheureusement, le président fédéral n'est pas arrivé pour des raisons indépendantes de sa volonté. On espère l'avoir très prochainement. Alors, nous, on va, messieurs, regarder le portrait de la semaine. Il s'agit, encore une fois de plus, du football, d'une pépite du FC 105. On va regarder et puis on se retrouve derrière. 11, c'est son dossard, attaquant son poste, FC 105 son club. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Portrait de Multisport 24, votre rendez-vous quotidien qui met en avant des athlètes nationaux
toutes disciplines confondues. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Nzingi Yohan, qui est un joueur, comme je le disais, qui évolue au FC 105. Et nous allons découvrir son parcours, son histoire, ses ambitions, son rêve. Alors restez câblés et ensemble, on y va, comme toujours. Salut Yohan, comment allez-vous? Alors, pouvez-vous nous parler de vos débuts avant de rejoindre le FC 105? Bon, j'ai normalement commencé à jouer au football en 2010 à Franceville, dans un club appelé Academos, un club de 3e division. J'ai évolué là-bas 2 ans. Ensuite, un club de 2e division m'a repéré, au Go FC. J'ai fait pratiquement 2 ans. Ensuite, Boinguidi m'a repéré. Et après, le FC 105. 2010 jusqu'en 2025, ça fait déjà 15 années que vous êtes footballeur professionnel. Et moi, j'aimerais bien savoir, votre carrière de footballeur a-t-elle été aisée? Elle a été très difficile. Parce que je me souviens, ma première année à Boinguidi Sport, le championnat n'est pas allé à son terme. On a arrêté en cours de route et l'aventure s'est arrêtée pour moi. Je suis rentré chez moi. Et après ça, la 2e année, on a déclaré année blanche. Où je n'ai pas pu jouer. Et la 3e année, je pense que c'est celle-ci. Le championnat se déroule bien. Et je pense qu'on va le terminer. Et tout se passe bien pour le moment, pour moi. Tout se passe bien. Les choses changent, les choses évoluent. Mais pas comme il se doit, mais on fait avec. Et en l'absence du championnat, comment étiez-vous? Comment vous organisiez-vous pour pouvoir garder la forme, garder le rythme? J'avais un coach personnel. Je me débrouillais dans les salles de muscles, sur des petits stades. Je me débrouillais avec mes moyens pour garder ma forme et parce que j'attendais le relancement du championnat. Et pour cela, il fallait garder une certaine forme. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à jouer au football? La passion ou juste le divertissement? Je dirais la passion. Je suis passionné depuis tout petit. C'est la passion. Avez-vous des ambitions pour cette fin de saison? Nos ambitions collectives d'abord, c'est de terminer à la 2e place et être africain. Et espérer ramener un trophée au pays. Et sur le plan personnel, c'est vraiment de briller à l'extérieur. J'aimerais apporter un plus à l'équipe nationale parce que c'est qu'en sortant, j'attirerai forcément des regards de part et autre. Grâce à votre talent. En étant ici, ça va être un peu difficile. Merci Yohan. On ne peut vous souhaiter que du bonheur pour la suite de votre carrière. On espère simplement que cela vous aidera à avoir un club sur la scène internationale. À vous, j'aimerais dire ceci. Thierry Henry disait: si tu ne joues pas avec la passion, alors tu ne joues pas au football. Soyez passionnés comme Yohan l'est et on espère que vous également vous parviendrez à réaliser vos rêves parce que son rêve à lui, c'est de représenter le Gabon sur la scène internationale. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Portrait de Multisport 24. Merci à Zinedine pour ce magnifique portrait de Yohan. Jean-Claude Namo, finalement, la reprise du championnat a quand même fait du bien à beaucoup de jeunes passionnés qui ont recommencé à rêver et à voir loin. Oui, je pense que ce que nous craignons, je crois que ne va plus arriver. À un certain niveau, on pensait que ce championnat n'allait pas aller à son terme au regard des problèmes d'intendance que plusieurs clubs avaient déjà commencé à poser pratiquement en phase aller. On se rend bien compte que les uns et les autres ont résisté. On se rend bien compte que la passion de jouer, l'envie de jouer des joueurs a prédominé parce que ce qui est sûr, c'est que jusqu'à ce jour, on a toujours les échos des joueurs qui ne sont pas payés, qui ont des arriérés, mais qui acceptent de jouer sensiblement jusqu'à la fin de la compétition. Et effectivement, ça a permis à certains des jeunes Lula de monter en puissance, d'avoir un temps de jeu, d'être suffisamment en jambes.
Bon, maintenant, s'il faut que moi je réagisse par rapport au reportage que je viens de suivre là avec la consoeur Zinedine, j'aurais pu plutôt penser à Derrick Assoumou, qui est exactement dans le même club de FC Sansin, 19 ans, qui est déjà 7 fois homme du match. On a fait tout un portrait pour lui. Je pense que ça va arriver d'ici la fin du championnat. Et je crains même, parce qu'en ce moment, c'est lui qui coiffe le titre de meilleur joueur ou d'homme du match, comme on dit. Avec les 3 journées qui restent, je crains bien que ce jeune joueur de 17 ans, formé au CF Espérance, et quand il arrive à 105, il a même été surclassé. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on se rend bien compte qu'il a pris la mesure des choses et il s'en sort très bien. De toutes les façons, on y arrivera et on verra jusqu'à la fin du championnat. De toute façon, c'est tout bien qu'on lui souhaite. Jean-Claude Namo, il a 19 ans, je crois, et pas 17 à Soumoun, du FC 105. Alors nous, on parle, c'est vrai, on ferme cette parenthèse de football, on parle de natation. Comment se porte la natation de manière générale, que ce soit au Gabon, de manière générale, et particulièrement dans la province de Logo-Maritime? Et je pense qu'il faudra qu'on fasse, disons, qu'on rappelle à nos téléspectateurs qu'il est en même temps le vice-président de la Fédération gabonaise de natation. Voilà, donc c'est une aubaine. Et c'est une grâce pour nous de l'avoir sur le plateau. D'accord, donc la natation se porte très bien au Gabon. Hier encore, dimanche, nous avions l'ouverture de la saison de natation de la Ligue nationale de l'estuaire du côté du club Saouti. Nous avons eu la participation d'environ 130 enfants. La compétition était très belle. Elle nous a permis de pouvoir encore étoffer notre vivier et surtout de pouvoir mettre en avant ces enfants de la catégorie junior qui font partie de l'équipe nationale du Gabon. Vous parlez avec assurance et vous dites que la natation se porte très bien au niveau du Gabon. Quels sont les indicateurs aujourd'hui qui peuvent conforter justement cette affirmation? D'accord, alors, il y a de cela 2 mois, il y a eu l'ouverture de la saison de la Ligue de Logo-Maritime, qui a eu la participation de 120 enfants de tous les horizons de Port-Gentil. C'est déjà un bon indicateur au niveau de Port-Gentil. Ensuite, hier, nous avons eu l'autre compétition qui a eu 132 enfants. C'est aussi un très bon indicateur. Donc, quand on fait le cumul de tout ça, on est environ à 250 enfants qui commencent une saison. Je peux dire que de ce postulat, vraiment, la natation se porte très bien. Parce que sur ces 250 enfants d'ouverture de saison, nous visons 500 enfants à la fin de la saison en décembre. Donc, nous avons commencé, nous ne sommes qu'en mai, avec un travail de détection. Ces 250 enfants pourront nous faire avoir derrière 500 enfants, qui est un objectif assez appréciable pour une première saison du nouveau bureau de la fédération. Alors, vous nous parlez des compétitions que vous organisez, que ce soit à Port-Gentil. On rappelle que Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon, ou à Libreville. Mais on a souvent, je parle à la place des Gabonais qui nous suivent, on a souvent l'impression que la natation n'existe pas au niveau du Gabon. Est-ce que vous avez ce genre de retour ou qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est parce que quand vous organisez des championnats, ils ne sont pas forcément médiatisés, vous les organisez à huis clos, vous prenez sur vous de communiquer certainement seulement sur votre page Facebook? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette impression? Alors, notre gros péché, en effet, c'est la communication. Nous sommes en train de travailler avec une équipe de community managers pour essayer de pouvoir vulgariser notre sport, le faire connaître de mieux en mieux de la part au niveau des Gabonais. Et c'est un travail qui est en train d'être fait vraiment en profondeur. Nous essayons de pouvoir faire du mieux que nous pouvons pour pouvoir toucher chaque foyer gabonais. Et effectivement, avec nos amis de la presse, écrite, audiovisuelle et radio, nous comptons pouvoir atteindre ces objectifs. Toucher chaque foyer gabonais, pouvoir interpeller, parce que la natation, rappelons-le, sauve une vie. Oui, au-delà de tout, c'est quand même un sport qui permet de sauver. Alors dites-nous, on a parlé des difficultés, Jean-Claude Namo l'a rappelé quand on a parlé des formations organisées par le Comité national olympique du Gabon. Il y a qu'au Gabon, depuis plusieurs années déjà, on a comme l'impression qu'il n'y a que le football qui existe et donc tous les financements qui sont déboursés par l'État prennent cette trajectoire-là, même si, qu'on le veuille ou pas, c'est peut-être dur ou difficile à dire, mais le football n'a pas apporté grand-chose à notre pays. Vous, au niveau de la fédération, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien?
Le bassin. Notre première grande difficulté, c'est avoir un bassin qui nous permette de pouvoir entraîner, former à la fois des encadreurs, à la fois des enfants, et pouvoir donner à chaque enfant gabonais la possibilité de sauver sa vie si jamais un jour il tombe dans un lac ou dans une rivière ou en mer. D'accord, l'objectif est noble, hein, donner la possibilité à chaque enfant gabonais de pouvoir sauver sa vie, ou celle des autres, c'est selon. Mais quels sont les objectifs visés aujourd'hui par la Fédération gabonaise de natation en termes de compétition sur le plan continental et au-delà? Est-ce que vous êtes donné des dates où vous dites on évolue, et puis ce qui arrive, arrive, ou il y a une projection bien précise au niveau de la Fédération? Alors, la Fédération gabonaise de natation a fait voter un plan sur 2 Olympiades, 2024-2032. Et l'objectif de ce plan, c'est qu'à la fin de 2032, si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire les conditions en termes d'infrastructure, les conditions en termes de formation de personnel d'encadreurs, nous visons les 100 premières places au niveau olympique. Notons que les 100 premières places, je prends un exemple tout bête. Si le champion du monde aux 50 mètres nage libre est à 21 secondes et 30 centièmes, le 50e sera probablement à 21 secondes et 90 centièmes. Ça se joue vraiment à peu de choses. Donc l'objectif de la fédération, c'est de pouvoir classer et faire en sorte qu'on puisse avoir un nageur d'ici 8 ans qui pourra représenter le Gabon fièrement aux Jeux olympiques. La carrière d'un sportif ne se construit pas en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. L'eau n'est pas notre élément de naissance. C'est un élément qui est étranger à nous, qu'on doit apprivoiser et on doit pouvoir développer des aptitudes pour être parmi les meilleurs. Donc la fédération a opté pour un plan sur 8 ans. C'est pour cette raison. Jean-Claude Namo, oui. Oui, je voudrais bien que le président me restitue un tout petit peu... le vice-président. Le vice-président, si vous voulez, qui nous essaye un peu de nous restituer le plan d'action exactement de la fédération. Ça fait 1 an qu'ils sont à la tête de cette fédération en ce qui concerne, par exemple, l'extension. Je sais que nous avons un problème d'infrastructure en matière de natation, mais lorsque j'essaie de regarder le Gabon, je constate qu'à Franceville, il y a quand même le Goué, à Makokou, il y a le Goué, à Koulamoutou également, et quand je revois à Mouila, il y a l'Angounier, c'est quand même des cours d'eau qui peuvent permettre une certaine pratique de la natation. Qu'est-ce qui bloque exactement pour qu'on ne ressente pas cette natation qui ne se limite, à mon avis, que dans l'estuaire et le Goué maritime? Merci beaucoup pour cette question. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons un plan sur 8 ans. La première année de ce plan, c'est d'abord redynamiser les ligues existantes. Oui. Comme la plupart des sports au Gabon, la Fédération gabonaise de natation est sous 3 ligues. La Ligue de l'estuaire, la Ligue de l'Ogooué maritime et la Ligue du Haut-Ogooué. Oui. Donc, c'est d'abord redynamiser ces 3 ligues, les faire asseoir sur des bases solides, du point de vue structurel que fonctionnel. Ensuite, nous avons pour objectif, avant la fin de cette année 2025, pouvoir ouvrir la Ligue du Moyen-Ogooué à Lambaréné, la Ligue aussi à Mouila, et la 3e Ligue au niveau du Wollentem. Ce sont les 3 ligues pour lesquelles la fédération a un objectif ferme de pouvoir se déplacer pour rencontrer les jeunes, les parents, pour pouvoir travailler avec eux, organiser des détections et voir parmi ces enfants qui sont ceux-là qui peuvent avoir une carrière de sportif, de nageur dans ces provinces-là afin de les représenter sur le niveau national et peut-être même international. D'accord, on espère justement que le gouvernement, les nouvelles autorités vont accompagner tout cela parce qu'il n'y a pas que le football, on a également d'autres sports qui peuvent faire en sorte que le Gabon soit davantage vu au niveau continental et au-delà. On n'a pas eu le président de la Fédération gabonaise de boxe, malheureusement, mais Règle de sport de cette semaine est consacrée à la boxe anglaise. On regarde et puis on se retrouve.
Salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro des règles de sport consacré à la boxe anglaise. Aujourd'hui, pour en parler, nous sommes accompagnés du maître Aimé Boissa. Il est arbitre international gabonais, IBA et 3 étoiles. Allez, suivez-moi pour plus d'explications. La boxe anglaise, c'est la pratique de la boxe seulement qui mime les poings. C'est frapper les poings, le coup de poing, sans utiliser les pieds ou encore les genoux comme dans d'autres sports de combat. Et on a le kickboxing, on a le thaï. Donc on utilise les pieds et les bras. Mais la boxe anglaise, c'est la pratique ou encore l'utilisation seulement des pieds, de bras. Et l'arbitre, Aimé, l'arbitre, quel est justement son rôle dans un combat de boxe? Explication. L'arbitre donne les ordres, donc les consignes à respecter pendant le combat. Parce que le rôle de l'arbitre, c'est faire appliquer le règlement aux 2 boxeurs. Il leur demande de lever les têtes. Vous devez lever les têtes, messieurs, ne pas frapper au-dessus de la ceinture, ne pas frapper avec des gants ouverts ou à la nuque. Pour être déclaré vainqueur dans un combat de boxe, il y a beaucoup de critères. Il y a le critère vainqueur au point qui fait en sorte que la majorité des juges donnent victoire à un boxeur. Et encore, il y a des formes de victoire au point. Si et seulement si au cours d'un round, le boxeur est peut-être blessé de manière involontaire, l'arbitre demande au juge de donner victoire au point. Pour marquer les points, c'est la partie face. On ne doit pas aller à la nuque. Et quand on descend à partir du corps, on s'arrête au niveau de la ceinture. On ne doit pas aller en dessous de la ceinture, sinon c'est une infraction qui doit être réprimée par l'arbitre du combat. Et le KO, Aimé, le KO en boxe, à quel moment intervient-il? Explication. Le KO, il peut être de manière où le boxeur est totalement étalé, ou encore le KO, on peut aussi l'obtenir de manière que le boxeur soit debout mais qui ne réagit plus aux sorties de l'avalanche de coups donnés par son adversaire. Il y a aussi des décisions par, comment dirais-je, disqualification où le boxeur adverse ne respecte pas les règles de la boxe régies par l'association internationale, donc l'IBA. Alors Aimé, qu'en est-il du temps, le temps dans un combat de boxe? Explication. C'est le facteur d'abord du combat, c'est le temps. Et on sait que un round, c'est 3 minutes, avec une pause de 1 minute. Voilà un peu. Et le combat, il est à 3 rounds. Donc chaque round a droit à 3 minutes de combat, avec une pause selon les rounds. Donc 1 minute de pause pour chaque round. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur la boxe anglaise et toutes ses différentes facettes. Nous espérons que plus rien ne vous échappe dans cette discipline. En attendant le prochain numéro, moi je continue mon entraînement. Merci Andy Essono pour toutes ces informations supplémentaires, mais rassurez-vous Andy, nous on n'est pas prêts à nous y mettre, faire la boxe anglaise, ou bien Jean-Claude Namo, prêt? Non, moi je ne suis pas du tout contre cette discipline, d'ailleurs que j'ai voulu pratiquer
à au moment où elle était la heureusement que le journaliste vous a récupéré. Non, effectivement, au moment où elle était la discipline d'identification de notre pays, il faut bien qu'on s'en souvienne. Le faux président Omar Bongo, lui, c'était la boxe. Hein. S'il n'y a pas de boxe, et à un moment donné, j'étais un peu tenté, puis j'ai vite laissé parce que, vous savez, les années du lycée, on est jeune, on a à peu près 16 ans, 17 ans, on joue au foot, on joue au hand, on joue au basket. Bon, je me suis quand même dit à un moment donné, bon, je pense que le foot, ça me va mieux, le hand, ça me va mieux, que de revenir à la maison un soir avec déjà le visage. Les parents ont dit non, non, il faut laisser continuer avec ton foot. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que quand on suit ce très beau reportage, on a l'impression que tout va bien dans cette discipline. Malheureusement, le président n'est pas venu parce qu'il aurait dû nous donner certaines explications très fondamentales parce que lorsque j'ai essayé de faire mes petites recherches, je me rends bien compte que c'est depuis le départ du président Sosa en 2017 que la boxe gabonaise... a sombré. Voilà, et ça n'a jamais été véritablement résolu. Le président démocratiquement élu, le président Zigou, aurait fait cet honneur de venir nous édifier sur ce qui fait le problème de la boxe. Parce que même lui, aujourd'hui... Parce que vous m'avez quand même fait peur quand vous avez dit le président démocratiquement élu. J'avais pensé que vous allez dire Brice Clotaire, Oligui Nguema. Il ne reste plus assez de temps. On rappelle quand même au passage de Jean-Claude Namo que la première fois que le Gabon a participé aux Jeux Olympiques, c'était la boxe. C'était en 1972, si mes souvenirs sont bons. Les plus anciens vont me corriger. C'était Mburukounda que, bon, je l'ai vu à un certain âge, mais ça fait longtemps d'ailleurs qu'il est décédé. Oui, malheureusement. Oui. On espère justement qu'il va avoir peut-être une salle à son honneur. Alors nous, on va terminer avec notre invité, peut-être nous rappeler l'événement du 31 mai prochain du côté de Port-Gentil. Rappelez les dates, comment faire pour y participer, ça concerne qui, de quel âge, à quel âge. On vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors nous avons le samedi 31 mai à Port-Gentil, au niveau de la plage du Club Sogara, la compétition de natation et course à pied dénommée l'Aquathlon des Tritons. Cette compétition concerne tous les sympathisants du sport, sachant nager et ne sachant pas nager, parce que la compétition pour les adultes peut se dérouler en duo. C'est-à-dire une personne nage et l'autre personne court. Alors merci à vous pour toutes ces informations. On rappelle que c'est du côté de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, la ville du sable avec de belles plages. On espère simplement que les amoureux du sport vont se ruer vers la plage de Sogara. Voilà. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté. Oui, merci. Juste le temps de dire à ceux qui nous suivent qu'on avait plutôt affaire au directeur technique national de la Fédération gabonaise de natation. Et non vice-président. Voilà. Voilà. Merci à vous également d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On espère avec des nouvelles de Port-Gentil davantage. Peut-être que les choses vont évoluer en attendant le 31 mai 2025. Allez, ciao, ciao.